Casse-Noisette et le roi des souris, deuxième partie. La bataille. « Battez la générale, tambour, vassal fidèle !» s'écria Casse-Noisette. Et aussitôt le tambour fit résonner son instrument de guerre avec tant d'adresse que les vitres de l'armoire tremblèrent, et dans l'armoire même, un bruit et un mouvement furent remarqués de Marie. Les couvercles des boîtes où étaient enfermés les soldats de Fritz sautèrent, et les soldats s'élancèrent dans le rayon inférieur et s'y rassemblèrent en blancs bataillons. « Aucune trompette ne bouge !» s'écria Casse-Noisette irrité. Et il se tourna vers Pantalon, qui était devenu très pâle, dont le grand menton tremblotait, et lui dit d'une voix solennelle « Général, je connais votre expérience et votre courage. Il faut ici un coup d'œil rapide pour savoir profiter du moment. Je vous confie le commandement de toute la cavalerie et de l'artillerie. Vous n'avez pas besoin de cheval, vos jambes sont longues, et avec elles, vous galoperez parfaitement. Faites votre devoir. » Aussitôt, Pantalon appuya fortement sur le mur ses longs doigts et le gratta avec tant de bruit qu'on aurait pu croire que 100 trompettes joyeuses résonnaient à la fois. Aussitôt, on entendit des piétinements de chevaux et des hennissements dans l'armoire. Tout d'un coup, les cuirassiers et les dragons de Fritz, et avant tous les autres les brillants hussards, s'élancèrent et furent bientôt sur le plancher. Alors, l'un après l'autre, tous les régiments défilèrent, enseignes déployées, devant Casse-Noisette, et se rangèrent en file serrée sur le parquet de la chambre. Mais les canons roulaient avec bruit en avant, et bientôt ils envoyèrent avec un terrible vacarme une pluie de dragées dans les rangs pressés des souris, qui étaient blanchies de leur poussière et en paraissaient toutes confuses. Une batterie surtout, placée sur le tabouret de maman, leur faisait un mal immense, et les boules de pain d'épices qu'elle lançait sur les souris faisaient dans leur rang un affreux ravage. Les souris parvinrent à s'en approcher et s'emparèrent de plusieurs pièces, mais à cet endroit de la chambre, la fumée et la poussière s'élevèrent en tourbillons si épais que Marie pouvait à peine distinguer ce qui s'y passait. Mais il était évident que chaque corps combattait avec acharnement et que la victoire était indécise. Les souris développaient à chaque instant des masses nouvelles, et les petites balles d'argent qu'elles lançaient avec adresse venaient frapper jusque dans l'armoire. Claire et Trudchen couraient çà et là, en se tordant les mains avec désespoir. « Me faut-il donc mourir à la fleur de l'âge, moi la plus belle des poupées ?» s'écriait Claire. « Me suis-je donc si bien conservée pour mourir ici entre quatre murs ?» exclamait Trudchen. Et elles se tinrent embarrassées et gémirent si haut que leurs lamentations dominaient tout le bruit qui se faisait au dehors, car il serait difficile de se faire une idée du spectacle qui se passait. C'étaient des bruits. Et en même temps, les souris et le roi criaient et piaillaient, et l'on entendait la puissante voix de Casse-Noisette qui distribuait ses ordres. On le voyait marcher au milieu des bataillons en feu. Pantalon avait exécuté une brillante charge de cavalerie et s'était couvert de gloire, mais les hussards de Fritz étaient exposés à l'artillerie des souris, qui leur lançait des boules laides et puantes, qui faisaient de vilaines taches sur leurs vestes rouges et qui jetaient du désordre dans leurs rangs. Pantalon leur commanda par le flanc gauche et, dans la chaleur du commandement, donna le même ordre aux cuirassiers et aux dragons, c'est-à-dire que tous firent par file à gauche en retournant chez eux. La batterie du banc de pied se trouva par ce mouvement découverte et en danger, et presque aussitôt les souris s'avancèrent en masse serrée avec tant de violence que le banc fut renversé avec les batteries et toute l'artillerie. Casse-Noisette parut abattu, et il donna à l'aile droite un mouvement rétrograde. Pendant l'ardeur du combat, la cavalerie légère des souris avait débouché en masse de dessous la commode et s'était jetée avec des cris effroyables sur l'aile gauche de l'armée de Casse-Noisette. Mais le corps des Devises s'était avancé sous la conduite de 2 empereurs chinois, avec la circonspection qu'exigeaient les difficultés du terrain, puisqu'il y avait à passer le bord de l'armoire, et s'était formé en bataillons carrés. Ces braves troupes, formées de friseurs, d'arlequins, de cupidons, de jardiniers, de tyroliens, de lions, de tigres, de singes, combattirent avec sang-froid et courage. La vaillance digne des Spartiates de ce bataillon d'élite aurait arraché la victoire aux souris, si un maudit capitaine ennemi, s'élançant avec furie, n'eût d'un coup de dent abattu la tête d'un des empereurs chinois et mis en pièces 2 chats et un singe, en faisant ainsi un vide par lequel l'ennemi s'élança et massacra le bataillon. Mais ce carnage profita peu à l'ennemi. Toutes les fois qu'un de ses cavaliers coupait en deux, à belles dents, un de ses courageux antagonistes, il avalait en même temps un petit morceau de papier qui l'étouffait à l'instant.
Ce fut un secours pour l'armée de Casse-Noisette qui, une fois les premiers pas en arrière faits, fut bientôt en pleine retraite et perdait du monde de plus en plus, de sorte que Casse-Noisette arriva devant l'armoire avec un petit nombre de soldats. « Faites avancer la réserve! Pantalon, scaramouche, tambour, où êtes-vous » s'écria Casse-Noisette, qui espérait recevoir de l'armoire de nouvelles troupes. Il vint en effet quelques hommes et quelques femmes d'argile, avec des visages d'or surmontés de casques et de chapeaux, mais ils se battirent avec tant de maladresse qu'ils n'atteignirent aucun ennemi et firent tomber de sa tête le bonnet même de leur général Casse-Noisette. Les chasseurs ennemis leur brisèrent les jambes de leurs dents, de sorte qu'ils tombèrent et tuèrent dans leur chute plusieurs frères d'armes de Casse-Noisette. Celui-ci voulait franchir le rebord de l'armoire, mais ses jambes étaient trop courtes, et Claire et Trudchen, évanouis, ne pouvaient lui offrir leur aide. Les hussards et les dragons y sautaient facilement au moyen de leurs chevaux, alors il s'écria dans son désespoir « Un cheval! Un cheval! Un royaume pour un cheval !» Alors 2 tirailleurs ennemis le saisirent par son manteau, et le roi des souris s'élança triomphant en poussant des cris de ses 7 têtes à la fois. « Oh, mon pauvre Casse-Noisette !» s'écria Marie en sanglotant, et involontairement, elle prit son soulier gauche et le jeta de toutes ses forces sur le roi des souris, au beau milieu de son armée. Au même instant, tout disparut et tout bruit cessa. Mais elle sentit au bras gauche une douleur plus vive qu'auparavant et tomba évanouie sur le plancher. La maladie. Lorsque Marie s'éveilla de son profond sommeil de mort, elle était dans son petit lit et le soleil brillait dans la chambre en passant à travers les vitres recouvertes de glace. Près d'elle était assis un homme qu'elle reconnut bientôt pour le chirurgien Wandelstern. Celui-ci dit tout bas « La voici qui s'éveille ». Alors sa mère s'avança et la regarda avec des yeux remplis d'inquiétude. « Ah, chère mère, toutes ces vilaines souris sont-elles parties? Le bon Casse-Noisette est-il sauvé ?»« Ne dis pas de folie, chère Marie, » répondit la mère. « Quel rapport y a-t-il entre Casse-Noisette et les souris? Mais tu nous rendis bien inquiets. Voilà ce qui arrive quand les enfants sont volontaires et ne veulent pas écouter leurs parents. Hier tu as joué bien tard avec tes poupées. Tu as eu sommeil, et il se peut que tu aies été effrayé par une souris, bien qu'elle soit rare ici. Et alors tu as cassé avec ton coude une vitre de l'armoire, et tu t'es tellement coupé que M. Wandelstern t'a extrait du bras des morceaux de verre. Et selon lui, si une veine s'était trouvée coupée, tu aurais eu le bras toujours roide, ou tu aurais pu mourir de la perte de ton sang. Grâce à Dieu, je me suis éveillé, et ne te voyant pas là, j'ai été dans ta chambre. Je t'ai trouvé étendu sur le plancher, et tout autour de toi, la terre était jonchée de débris des soldats de plomb de Fritz, de poupées d'hommes de pain d'épices. Casse-Noisette était placé sur ton bras ensanglanté, et ton soulier gauche était à terre à quelque distance de toi. Ah, petite mère, tu vois bien, c'étaient les traces du combat des poupées et des souris. Et ce qui m'a tant effrayé, c'est que les souris voulaient faire prisonnier le général Casse-Noisette. Alors j'ai jeté mon soulier sur les souris, et je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. » Le chirurgien fit un signe de l'œil à la mère, et celle-ci dit « Calme-toi, ma chère enfant, toutes les souris sont parties, et Casse-Noisette est sain et sauf dans l'armoire vitrée. » Alors le médecin consultant entra dans la chambre, tâta le pouls de sa fille, et parla avec le chirurgien. Et Marie entendit qu'il disait que sa blessure lui avait donné la fièvre. Il lui fallut rester au lit quelques jours, bien qu'elle n'éprouvât aucun malaise, excepté une légère douleur au bras. Elle savait que Casse-Noisette était sorti bien portant du combat, et elle le vit une fois en songe qui lui disait d'une voix distincte mais plaintive « Marie, excellente dame, vous avez fait beaucoup pour moi, et vous pouvez faire encore beaucoup plus. » Et Marie chercha, mais sans pouvoir y réussir, ce qu'elle pouvait encore faire pour lui. Marie ne pouvait ni trop se remuer à cause de son bras, ni lire, ni feuilleter des gravures. Elle commençait à trouver le temps long, et elle attendait le soir avec impatience, parce qu'alors sa mère venait s'asseoir auprès de son lit et lui racontait ou lui lisait toutes sortes de belles choses. Celle-ci venait de commencer l'histoire du prince Facardin lorsque la porte s'ouvrit. Le parrain Drosselmayer entra en disant « Je viens voir comment se porte la petite malade. » Aussitôt que Marie l'aperçut avec son habit jaune, elle se rappela ce qu'elle avait vu le soir de la bataille, et involontairement, elle dit au conseiller de haute justice « Oh, parrain Drosselmayer, je t'ai bien vu, et tu étais bien laid lorsque tu étais assis sur la pendule, et que tu la couvrais avec tes ailes pour l'empêcher de sonner haut, ce qui aurait effrayé les souris. Je t'ai entendu appeler leur roi.
Pourquoi ne nous es-tu pas venu en aide au casse-noisette et à moi? Vilain méchant, tu es cause que je suis maintenant dans mon lit, blessé et malade. » La mère s'écria. « Qu'as-tu, ma chère Marie ?» Mais le parrain Drosselmayer fit une singulière grimace et dit d'une voix ronflante et monotone. « Le balancier doit gronder, piquer n'est pas son affaire. Les heures, la pendule doit les murmurer tout bas. Les cloches résonnent, cling, clang, hink, honk, honk et hank. Jeune poupée, ne sois point inquiète, les cloches sonnent, elles ont sonné. Le hibou vient à tire-d'aile pour chasser le roi des souris. Pac et pic et pouc, les petites cloches, bim, bim, l'heure doit gronder, crécelle les bruits sourds, pire et pour. » Marie regardait de ses yeux tout grands ouverts le parrain Drosselmayer, qui lui semblait encore plus laid que d'habitude, et agitait son bras çà et là, comme s'il était mu par la ficelle des marionnettes. Elle aurait eu grand-peur du parrain si sa mère n'avait pas été là, et si Fritz, qui s'était glissé dans la chambre, n'eût éclaté de rire. « Hé, parrain Drosselmayer !» s'écria-t-il. « Comme tu es drôle aujourd'hui, tu gesticules comme le pantin que j'ai jeté derrière le poêle. » La mère resta sérieuse et dit « Cher monsieur le conseiller, voici une singulière plaisanterie. Quel est votre but ?»« Mon Dieu !» reprit Drosselmayer en riant. « Ne reconnaissez-vous donc pas ma chanson de l'horloger? Je la chante d'ordinaire auprès des malades comme Marie. » Puis il s'assit aussitôt près du lit de la jeune fille et dit « Ne me garde pas rancune de ne pas avoir arraché ses 14 yeux au roi des souris, mais cela ne pouvait se faire. Je veux en place de cela te faire une grande joie. » Et puis il fouilla dans sa poche et en sortit le casse-noisette, auquel il avait fort adroitement remis les dents qui manquaient et dont il avait consolidé le menton. Marie poussa un cri de joie, et sa mère lui dit en riant « Vois-tu que le parrain Drosselmayer ne veut que du bien à ton casse-noisette ?»« Tu m'avoueras pourtant, Marie, » interrompit le conseiller, « que le casse-noisette n'est pas des mieux faits, et que l'on ne peut pas précisément lui donner un certificat de beauté. Si tu veux m'écouter, je te raconterai comment cette laideur est devenue héréditaire dans sa famille. Mais tu connais déjà peut-être l'histoire de la princesse Pirlipa, de la sorcière Mosrink et de l'habile horloger. »« Écoute donc, parrain, » interrompit étourdiment Fritz. « Tu as bien remis les dents de casse-noisette et son menton ne vacille plus. Mais pourquoi n'a-t-il plus son sabre? Pourquoi ne lui en as-tu pas mis un au côté ?»« dit brusquement le conseiller. « Il faut, jeune homme, que tu trouves à critiquer sur tout. Est-ce que le sabre de casse-noisette me regarde? Je l'ai guéri, c'est à lui de se procurer un sabre où il voudra. »« C'est vrai, » répondit Fritz. « Si c'est un vrai luron, il saura bien en trouver un. »« Ainsi, Marie, » continua le conseiller, « connais-tu l'histoire de la princesse Pirlipa? »« Ah non, » répondit Marie. « Raconte, cher parrain, raconte. »« J'espère, » dit la mère, « que cette histoire sera moins effrayante que celle que vous racontez d'habitude. »« Elle ne le sera pas du tout, » répondit le conseiller. « Tout au contraire, elle est très drôle. »« Oh, raconte !» s'écrièrent les deux enfants. Et le conseiller commença ainsi. Conte de la noix dure. Fin de la deuxième partie. La suite demain.